Et bonjour à tous, je m'appelle Yann Rojdi, bienvenue en direct de la Révolution culturelle, épisode du 11 avril 2024, épisode sur les nouveaux magiciens. Cette semaine, c'est la recension de The Knowledge Machine, Our Irrationality Created Modern Science. Donc, la machine du savoir, la machine des connaissances. Moi, je pense que ma définition, ce serait la machine à information. Comment l'irrationalité, la déraison a créé la science moderne. Je suis d'accord avec à peu près 75% du livre. Vous allez savoir assez rapidement c'est où que je me démarque de Michael Strevens, qui est un prof bobo urbain éduqué gauchiste, anti-trumpiste, pro-Covid, pro-changement climatique, blablabla. Donc, le grand débat méthodologique, je vais commencer à en parler. C'est dans mon segment La construction du citoyen chrétien. Le grand débat méthodologique et la faillibilité humaine dans la construction de consensus, le débat, la persuasion, sortir de la violence, essayer de comprendre comment que le monde fonctionne tel qu'il est. Comment la science fonctionne réellement. La science, c'est une des manières, une des méthodes pour arriver à un consensus. Il y en a plusieurs. Tu peux arriver à un consensus avec la guerre, avec le politique, avec les finances. Plein de manières différentes que tu peux arriver à un consensus. Donc, comment la science fonctionne réellement? Pourquoi est-ce que l'arrivée de la science moderne a pris tout ce temps? La science moderne comme institution qui a une date de début, c'est autour de la Renaissance. Un peu partout, ben, à peu près la Renaissance, euh, ça a commencé là. Mais moi, je me démarque de Michael Strevens. Michael Strevens, lui, il parle plus de paradigme. Moi, je pense que c'est plus une incrémentation de génération. Euh, une accumulation d'une petite différence à chaque génération qui a amené des grands bouleversements. Ensuite de ça, la machine du savoir des nouveaux magiciens est brisée en 2024 parce que dans le fond, la fin de la dernière partie, il est en quatre parties. C'est la dernière partie, c'est la science aujourd'hui et à peu près tout ce qu'il dit, c'est de la bullshit. Puis c'est drôle parce qu'il utilise dans le fond les constructions de c'est quoi sa vision de la science comme méthode. Lui, dans le fond, c'est un pro-méthode. Et sa description, il essaye de l'appliquer dans le monde réel. Puis tout ce qu'il dit, c'est de la bullshit. Moi, c'est succulent. C'est succulent et ça permet de, moi, mettre de l'avant ma propre méthode pédagogique qui est un peu un épicurisme euh, anti-méthodologique. On va voir. On va voir ça à la fin que je vais parler de ça. Je vous rappelle, le podcast est diffusé sur Twitter, YouTube, yanrojdi.com. En direct, c'est gratis. Mais si vous le regardez en redifféré, vous allez seulement avoir la version écourtée du podcast. Si vous voulez voir, comme je vous dis tout le temps, c'est une partie recension, une partie analyse, une partie résumé. C'est souvent les premiers résumés des œuvres en question. Je vous sauve à peu près 10-15 heures de lecture. Vous avez simplement écouté mon podcast 2 heures et demie et c'est comme si vous avez écouté un livre. En tout cas, si vous n'avez qu'à vous abonner sur YouTube, yanrojdi.com. Vous pouvez envoyer des dons par Interac. Vous pouvez envoyer des par Interac, yan.rojdi@gmail.com, par GiveSendGo, par Bitcoin. Vous pouvez vous abonner sur yanrojdi.com, sur ma newsletter, mon infolettre, yanrojdi.substack.com. Et là, on commence. La machine à connaissance de Knowledge Machine.
Donc, c'est la construction d'un citoyen chrétien parce que, dans ma tête à moi, tous les enfants sont capables de comprendre le calcul différentiel intégral. Donc, ce que les bobos urbains éduqués disent, c'est seulement les forts qui comprennent. Moi, je pense que même le gars qui a été élevé dans Hochelaga Maisonneuve avec pas de bibliothèque dans sa famille, puis probablement de mère monoparentale, je pense que s'il y a un modèle viril à l'école qui lui enseigne la curiosité et qui fait des liens dans le monde physique, il va attirer sa curiosité, il va être capable de lui faire comprendre le calcul différentiel intégral qui est censé être appris seulement au cégep au Québec. Donc, le niveau calcul différentiel intégral, c'est donc comprendre au moins la méthodologie scientifique. Normalement, c'est secondaire 3 dans le cursus actuel. Ben, de ce que je sais, hein. Moi, quand j'étais en secondaire 3, c'est là qu'on a commencé à l'apprendre. Euh, la construction d'un citoyen chrétien, c'est quoi? C'est trois choses. Le programme de mariage et de famille chrétien. Donc, on a besoin de faire des économies d'échelle au Moyen Âge. Donc, va falloir qu'on se regroupe. Le modèle du mariage puis de la famille chrétienne, c'est un bon modèle. C'est pas parfait. Puis là, je parle pas de mariage civil en passant. Deuxième chose, éthique du travail. C'est pas quelque chose de protestant, l'éthique du travail, c'est quelque chose de fondamentalement chrétien. Ça a commencé dans les monastères cisterciens avant la réforme de quelque chose comme 5 siècles, 4-5 siècles avant la réforme. Troisième chose, les associations volontaires chrétiennes, le Bon Samaritain. Comment ça s'appelle ça en biologie évolutive? La pro-socialité impersonnelle. Faire confiance envers son prochain, parce qu'on est tous des bons chrétiens. Ça, c'est quelque chose de unique à la civilisation chrétienne. Ça a une histoire. Donc, ces trois principes-là ensemble, c'est ce qui rend le contexte chrétien unique au niveau évolutif. Donc, faut qu'on mette ça de l'avant, chacun de notre bord. Ensuite de ça, tout va aller pour le mieux. On va pouvoir construire des institutions qui sont quelque chose d'une construction sociale, des institutions chrétiennes comme les cités-États, les entreprises, les guildes, les syndicats, l'Église avec un grand E, l'Inquisition, les universités. C'est un mélange donc de réseaux, de hiérarchie, de structures physiques. Donc le bâtiment, des réseaux humains et des hiérarchies sociopolitiques. Qui ont pour but de quoi? De construire de la confiance dans la société. Des standards, ils remplissent une mission, ils remplissent des objectifs, ils ont un mandat, ils ont une charte. C'est ça qu'on a appris à faire pendant des siècles et des siècles. Puis c'est ce qui a rendu notre civilisation unique. Parce que c'était pas construit autour de la religion, c'était construit autour de la vie civique, civile, séculière, sécularisation, laïcité. C'est ce qui a rendu les chrétiens uniques. Aujourd'hui, nous parlons donc du retour des magiciens dans l'arène publique de 2024. Ben nous. C'est plutôt moi. Là, Michael Straven n'en parle pas de même. Donc, le retour des magiciens, c'est l'avènement de la science version scientisme. C'est, dans le fond, l'idole, le golem. Michael Straven utilise lui-même la métaphore du golem. Donc, une idole, un veau d'or des scientifiques
qu'on appelle le scientisme, hein, quand on regarde ça en plus en particulier en focus. Donc, les méthodologistes qui ont essayé de construire l'œuvre d'art durant les dernières décennies pour enfermer la science dans les universités et les journaux peer-reviewed achetés par les grandes corporations, comme c'est déjà arrivé avec les 4 autres divisions de l'université. Vous les connaissez rendus ici, parce que j'ai fait l'histoire de ça dans les derniers mois. La médecine, le droit, euh, la médecine, le droit, la philosophie et la théologie. Donc la cinquième, c'est l'enfermement de la science dans l'institution de l'université. Donc, je répète, je suis en accord avec le trois quarts de ce qui est écrit dans le livre pour aller regarder une vision qui va être complémentaire de Michael Strivens. Je vous recommande fortement, je suis en train d'aller chercher l'image du livre en question pour que vous puissiez le voir. Je vais probablement devoir faire une recension de ce livre-là, même si je l'ai déjà lu. Là. Ça risque d'être plus rapide si je veux la faire, en tout cas. Range How Generalists Triumph in a Specialized World. Donc, à l'opposé de Knowledge Machine, parce que Knowledge Machine, lui, dans le fond, c'est un pro-méthode, mais pro-méthode dans le sens que pour lui, c'est capable d'accoucher à un consensus scientifique. Donc, une image de ce que la science dit être le vrai. Puis c'est qui fait ça dans accoucher du vrai? Hein? C'est le dieu des philosophes, le dieu des théologiens. Donc, il fait rentrer par la porte d'en arrière la théologie puis la philosophie, quand en fait son discours il dit qu'il n'est pas censé n'avoir dans son discours. C'est vraiment magnifique. Donc, ce qu'il dit, c'est que la méthode appliquée à l'université par les chercheurs, les scientifiques officiels, les journaux peer-reviewed, les experts de la science, seuls eux ont droit de parler officiellement de science. Donc, il faut que tu sois revu par les pairs. Peer-reviewed, université, conférence. That's it. Tout ce qui se fait en dehors de ça, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et donc, il y a beaucoup de mépris de la plèbe, ceux qui ne sont pas formés à la science, et ceux qui n'ont pas été revus par les pairs, et qui ne sont pas dans les conférences et tout ça à l'université. Ils n'ont pas eu leur peau de mouton. Et il met aussi une emphase donc sur les experts focusés de la science. Donc, le vrai expert de la science, c'est celui qui passe son temps à faire la même expérience 24 heures sur 24, creuse son petit faisceau dans sa tour d'ivoire. That's it. Il sort pas de son domaine. Lui, c'est le meilleur scientifique. Moi, je dis bullshit. Je dis bullshit. David Epstein, Range, How Generalists Triumph in a Specialized World. Il met plein de vraies histoires sur les vraies innovations scientifiques qui n'ont pas été faites par des gens avec des diplômes universitaires. Il y a plein d'innovations. Ingénierie, finance, physique moderne qui ont été faites dans des garages, dans des sous-sols de gens normaux à 200%. Pourquoi? Parce que on n'est plus à l'époque du scientifique qui creuse son faisceau. On est à l'époque des généralistes. Les gens qui font des liens entre l'état des connaissances actuelles, ceux qui sont capables de faire des liens entre des domaines différents. Donc, je vous recommande ce livre-là en plus.
La machine du savoir et connaissances est un golem universitaire. Moi, ce que je dis, c'est encore pire que ça. On peut faire en ça, on peut décrire cette machine-là comme étant le premier modèle moderne de l'intelligence artificielle. Donc, le prototype de l'intelligence artificielle avant, moi, ce que j'ai déjà décrit comme étant une intelligence artificielle, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est la version 2.0 avec Internet. Donc, on peut représenter la machine comme une structure proposant un consensus scientifique avec comme exemple la COVID, les changements climatiques, le GIEC, les autorités de santé publique, les comités du salut public, les comités des experts durant la COVID. Ça, c'est la description de Michael Straven à laquelle je suis en total désaccord. Donc, représenter la science comme une structure, peu importe comment on l'appelle, consensus scientifique, je suis anti ça. Donc, si c'est ça être méthodologiste, je suis anti-méthodologiste. Je vais être un anarchiste un anarchiste méthodologique et un subjectiviste radical. Ça, c'est selon les étiquettes des courants étudiés dans ce livre-là. Donc, la science moderne, ce golem universitaire est de revue par les pairs et de conférences. C'est un idole, un veau d'or pour les bobos urbains éduqués qui en ont fait, dans les dernières décennies, leur religion. La science, c'est pas du tout ça. Hein? C'est une méthode. Ça, je suis d'accord avec Strevens. Mais il faut éviter de faire de la science une église. L'église, c'est une communauté. Donc, si tu fais une communauté fermée avec la science, tu construis une église. La santé et l'éducation font partie du fief de l'individu et la famille. Ça, c'est dans la Bible qu'on apprend ça. Et quand on met ça dans les mains de d'autres entités, de la science, de l'Église ou du gouvernement, c'est dangereux. C'est ça qu'on a fait. La science est une méthode, c'est un champ de bataille, c'est un duel sans violence. Les scientifiques post-19e siècle, c'est à peu près là que le terme a été inventé, là, le mot. Les scientifiques, c'est un changement de titre pour les magiciens de l'Antiquité et du Moyen Âge. C'est tout. Les magiciens ont, avec l'aide du cabinet McKinsey, revampé leur image, leur crédibilité sociale. C'est un peu comme Anthony Fauci à la fin de l'épidémie de VIH-Sida. Il est devenu le good guy. Même si c'est à cause de lui qu'il y a autant de mots qui ont été trucidés par un virus. C'est étrange. Donc, ils ont revampé leur image. Les scientifiques sont des magiciens. Mais, ils ont changé leur méthode. Donc, c'est quand même on a eu un petit gain. Les magiciens ont revampé leur méthode. Donc, Michael Straven, il appelle ça la règle de fer, la loi de fer, la Iron Rule, Iron Law, peu importe, de la science, qui crée une robustesse dans la méthode. Ça, c'est mon terme, un terme antifragile. Comment il s'appelle déjà? C'est qui? Skin in the game, là. J'ai un blanc. En tout cas, le magicien moderne, le scientifique, se démarque de son ancêtre avec une meilleure méthode que moi je résume de deux manières. Donc, premièrement, il fait du sandboxing. C'est un terme de programmation. Un bac à sable. C'est dans le fond, quand tu crées un programme, tu fais tes lignes de code. Puis là, tu lances une simulation de programme. Tu mets pas ça, tu implémentes pas ton programme directement
dans ta machine centrale. Parce que si ça crash, faut que tu reviennes à ta version antérieure pour décrasher ton ordinateur. Donc tu veux pas. Tu veux simuler ça. Puis après, tu vois ta simulation, ça marche. Là, tu fais ton implémentation. Donc le sandboxing, c'est ça. Quand tu fais une étude, l'étude, c'est un monde fermé. C'est pas le vrai monde. Puis dans ton monde fermé, le but, c'est de simuler une expérience, tester quelque chose. Si t'es le meilleur simulateur va opposer deux solutions. Oui ou non. Tu fais une expérience, pouf, 0, 1. That's it. Ça, c'est la meilleure expérience. C'est jamais parfait. Il se passe plein d'autres affaires dans cette expérience-là, mais ça, c'est l'expérience idéale du sandboxing. Donc, et deuxième chose que le scientifique fait, c'est compiler, archiver, effacer. Compiler, archiver, additionner des faits, des données, et aussi faire la même chose de manière négative pour enlever ce qui est pas bon, pour éviter d'avoir du double, trop des doublons, pour essayer de synthétiser ça au maximum. Donc, il y a un caractère positif et un caractère négatif à cette fonction-là. Et les deux ensemble, ça permet donc de tester des hypothèses pour arriver avec des faits, des données, des explications qui permettent de faire des théories, qui permettent de faire dans le fond un cercle vicieux qui va toujours construire plus de connaissances. Donc, ce que moi j'appelle une intelligence artificielle qui produit de l'information. That's it. Pour construire cette machine, on a besoin donc d'une méthode, on a besoin de ressources humaines, de l'énergie et des humains pour faire ce qui est vraiment chiant à faire parce que faire de la science, c'est plate en esti. Et là, moi je dis pas ça de nulle part, hein. Moi, j'ai fait 1 an à l'université en physique, 1 an en sciences infirmières. Je peux vous dire, c'est plate en esti. Moi, ça m'intéresse pas faire la science comme on l'apprend à l'université. En tout cas, on va voir pourquoi plus tard. Troisième chose que ça prend, des buildings. Donc, ça prend l'institution, le building, la hiérarchie, les réseaux humains. Faire croire que ils sont indispensables, ça c'est la mission des magiciens depuis l'Antiquité gréco-romaine. Aujourd'hui, la plupart des scientifiques sont des machinistes, des techniciens post-modernes. La plupart font croire qu'ils sont bien importants, qui ont leur nom à beaucoup d'études. Mais en général, si leur nom est très cité, c'est plus des financiers slash des personnalités publiques. Puis si ils ont beaucoup d'expérience, ils ont souvent travaillé dans un milieu qui utilise la même méthode. Donc sortir de cette méthode-là, très difficile pour ces personnes-là. Donc c'est des machinistes, c'est des techniciens qui se prennent pour plus qu'ils sont en général. Il y a très peu d'exceptions donc faut pas prendre les universitaires pour plus qu'ils sont. Très peu de Newton, très peu de Stephen Hawking, très peu de ce genre de figure-là de Einstein. Et c'est très drôle parce que quand on voit que dans les livres Range que beaucoup de figures très importantes dans l'histoire des sciences ont eu des débuts de carrière à l'école, dans la famille, très difficiles. Très difficile, très peu de reconnaissance, négliger tout le reste, la plupart presque toute leur vie. C'est vers la fin de la carrière qu'ils ont commencé à être reconnus. On se demande pourquoi. Donc, on est rendu à l'intro. Nous sommes dans une position de privilège, dit Michael Streffens, avec une métaphore, une comparaison très intéressante. La division du travail moderne versus le chasseur-cueilleur. Hein? Oui, on est dans une position de privilège. Je pense qu'on va tous être d'accord dans le chat. Les exemples qu'il cite comme privilège, donc la médecine moderne,
les transports, les télécommunications. Donc les deux derniers, je suis d'accord, la médecine moderne. Donc c'est ce qu'ils appellent la science moderne, ça s'est développé si récemment. Pourquoi ça s'est développé si récemment? Hein? Pourquoi pas plus tôt? Donc ça, c'est la question de Michael Striffens. Le, le point historique de la croissance exponentielle des informations de la science, comment qu'on pourrait l'appeler ça? Le point de diffusion exponentielle de l'information dans toute la géographie. Hein? La science, ça pourrait être ça. La science, ça pourrait être une série de processus de diffusion des informations dans l'espèce humaine. Ce moment-là, le moment critique, le vrai grand bond en avant, 1600 à 1700, donc le 17e siècle. C'est drôle parce que c'est mon siècle préféré. Pendant le phare de la chasse aux sorcières, hein, je vous rappelle, j'en ai parlé la semaine passée, la chasse aux sorcières, le pic exponentiel des chasses aux sorcières a débuté 1580-1590 jusqu'en 1600. Donc, on a le pic de la chasse aux sorcières. Après ça, ça va commencer lentement descendre. Mais le pic, juste avant le grand bond de la science. C'est intéressant. On a une révolution scientifique juste après. Une fin historique d'un modèle ontologique, un paradigme, un schéma de pensée antérieur, ce qu'on appelait à l'époque la philosophie naturelle s'effondre. Ça n'existera plus très peu de temps après. Pourquoi c'est arrivé dans l'Occident chrétien, cette histoire-là? La science, c'est une forme de pensée anti-humain, anti-logique, anti-naturelle. C'est une forme de pensée alien, ce que la méthodologie scientifique. C'est très étrange, c'est irraisonné, déraisonné, c'est déraisonnable, c'est irrationnel. Les scientifiques eux-mêmes ont de la misère à expliquer leur propre machine quand tu leur poses la question. Donc en général, même moi, j'ai plus de facilité à vulgariser c'est quoi la science qu'un ingénieur, qu'un prof de physique à l'université pour monsieur, madame, tout le monde. Parce que je sais pas pourquoi. Ces gens-là, ils ont des blocages. Je pense que c'est vraiment l'environnement. Ils sont tellement submergés par le concept et les bobos urbains éduqués qu'ils sont pas capables de s'exprimer clairement pour que tout le monde comprenne. Je pense que le fait d'être pas compris, c'est comme un peu un fétiche. Euh, Ces scientifiques-là savent beaucoup mieux que moi comment implémenter les méthodes, par exemple les méthodes statistiques. Je ne vais pas m'ostiner avec, avec un ingénieur sur comment faire de l'analyse statistique avec peu importe l'outil qu'ils vont utiliser. Moi, ça m'intéresse pas anyway. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comprendre comment sa méthode fonctionne. Mais, très souvent, là, à moins que je pose la question à quelqu'un de plus bright que moi, très souvent, ces personnes-là, quand je leur pose la question, pourquoi leur méthode est la méthode au niveau de l'implémentation, et là, je fonce sur un mur. Donc, c'est ce qui se passe très souvent quand tu discutes avec un scientifique, un machiniste de la machine, des connaissances, les magiciens modernes, de la firme Magicien Incorporé, proche de McKinsey. C'est des voisins. Donc, les historiens, sociologues de la science sont pas mieux pour comprendre. Donc, autant les scientifiques que les historiens sociologues de la science savent pas c'est quoi la science. Pour parler, décrire la science comme méthode,
vulgairement, il est incontournable de faire l'histoire du grand débat méthodologique. The Great Method Debate. Dans ce débat, il y a plusieurs camps. En fait, les gens vont souvent faire croire qu'il y a juste deux camps. Genre le clan Popper et le clan Kuhn. Thomas Kuhn puis Karl Popper. D'autres vont parler de Paul Feyerabend et d'autres comme ça. Yep. Moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est un foisonnement de camps. Et moi, je suis beaucoup plus proche des subjectivistes radicaux. En tout cas, j'ai mélangé son nom. Paul Feyerabend. J'ai fait inverser une syllabe. Donc, dans les courants de ce débat-là, évidemment, vu que c'est un débat sur le grand débat de la méthode, il y a le clan des méthodistes, des méthodologistes, qui explique qu'il y aurait une règle standardisée, une procédure, un processus pour juger des théories des gens, quelle est la meilleure théorie à la lumière des preuves, des evidence, des proofs. Mais le nœud gordien du problème méthodologique, du débat méthodologique, c'est quoi une preuve? C'est quoi une evidence? C'est quoi une bonne donnée? Qui interprète c'est quoi la bonne preuve? La bonne evidence? Hein? Qui? Quand on regarde grossièrement, ça ressemble plutôt à un code de langage. Hein? Un code d'honneur. Un code de procédure. Des règles pour un débat. La présentation de preuves empiriques seulement qui seraient acceptées. Souvent, on fait une confusion entre théorie et evidence, proof, preuve. La théorie n'est pas une preuve. Et tu peux pas citer une théorie dans un débat de science. Ça marche pas. Mais, au moins ce qu'on appelle la science comme méthode t'oblige à une règle non écrite. C'est simple. Si tu veux participer dans la revue par les pairs aux conférences universitaires, faut que tu cites des données. C'est tout. Faut que tu cites des evidence, des data. C'est tout. Il te demande un barème de base. Tu veux participer, tu veux t'ostiner avec nous. Viens-t'en. Publie un billet revu par les pairs avec ta méthodologie, tes données, tout dedans, tes hypothèses, tes graphiques. Mets tout ça dedans. On va le revoir par les pairs. Tu vas pouvoir faire tes conférences à l'université probablement si tu cherches un peu. Go for it. Ça, c'est ce qu'on te demande. C'est un peu comme fonctionnerait une guilde. Un ordre professionnel. Un syndicat. Donc, ils ont un critère de base. C'est tout. Le but de ça, évidemment, c'est de te titiller. Hein? Tu veux venir jaser avec les grands, ben faut que tu travailles. Donc, une des raisons pourquoi c'est ça le barème, c'est augmenter la productivité, te challenger, te motiver. La science est une machine qui motive les disputes entre des humains pour les pousser à faire des mesurements laborieux, tedious measurements, et faire ces expériences qui coûtent beaucoup de temps, qui consument beaucoup de temps, du temps qui pourrait autrement utiliser pour faire d'autres projets
dans leur propre vie. Et donc, cette minutie empirique est très difficile dans la vie des scientifiques pour collecter cette information-là. Et il faut qu'on les pousse à perdre ce temps-là. Donc, c'est pour ça qu'ils nous font chier dans les réseaux sociaux en nous disant pourquoi tu fais pas de billets peer-reviewed? Hein? Tu nous parles de COVID, Yann? Ben vas-y, fais-le ton billet. Ça m'intéresse pas de m'ostiner avec toi dans une revue par les pairs payés par des subventions puis des rentes de pharmaceutiques. Ça m'intéresse pas. M'intéresse pas. Je ne veux pas participer à la guilde des magiciens 2.0. Donc, dans cette institution sociale, les preuves s'accumulent. Et là, finalement, à un certain moment, une théorie devient meilleure que les autres. Cette vision empirique, où on voit juste les preuves comme étant quelque chose d'intéressant, les evidence, c'est ce que Michael Stravens appelle la Iron Rule of Explanation. Donc la règle de fer de l'explication. Donc, c'est tout. Tu expliques quelque chose avec une preuve. That's it. Tu expliques ta théorie avec une preuve. Tu expliques ton point avec une preuve. Tu testes ta preuve, ton evidence, en expérience. Et qui a raison? Toi, ton vis-à-vis. Si ton vis-à-vis n'a pas raison, il va répondre. Il va critiquer ton expérience. Il va critiquer d'autres choses dans ta démarche. Et là, toi, tu vas pouvoir répondre. Et là, ça continue. Et ça continue. C'est ça la science. Le processus de la règle de fer a pour but de faire la suppression, supprimer tous les éléments négatifs de la nature humaine, les éléments subjectivistes. Et dans le livre, ce que Michael Stravens va expliquer, c'est comment la science fonctionne, pourquoi c'est si efficace, ce processus, cette intelligence artificielle-là, pourquoi elle a été si efficace dans les 5 derniers siècles. Ça, c'est un peu le côté philosophique du livre. Et il y a un côté historique, c'est pourquoi c'est arrivé si tard dans notre histoire. Première partie, le grand débat méthodologique. Dans le chapitre 1, Unearthing the Scientific Method. Donc, dans les chapitres de la première partie, il y a un résumé des livres de Karl Popper, Thomas Kuhn et Paul Feyerabend. Je les ai dans ma bibliothèque. Je vais les faire plus en particulier. Donc, je vais faire simplement un résumé des bouts importants ici. Donc, c'est intéressant parce que Kuhn et Popper sont deux antitotalitaires qui ont fui les régimes nazis d'Europe. Stravens commence avec Popper, The Logic of Scientific Discovery, qui a une attitude très critique sur tout ce qui est démarche philosophique, théologique. On se demande pourquoi. Lui, ce qu'il voit dans l'attitude scientifique, la science, c'est un critère négatif, un test crucial, le principe de falsification. On fait un petit saut, un petit bond dans le temps en arrière avec David Hume, qui, lui, essaye de décrire la méthode de la science, mais sans parler de processus cognitif qu'on appelle le processus d'induction. Et ce qu'on se rend compte dans les livres de David Hume, on ne peut pas contourner le problème de l'induction. Peu importe comment on décrit la science, le processus mental qui permet d'arriver aux innovations, il y a toujours un bout dans la tête du scientifique qui amène de l'induction.
Donc, ça, c'est très intéressant. Peu importe le nombre de preuves qu'une théorie va amener, ça, c'est comme l'expérience de pensée de la dinde. Et c'est le problème de l'induction de David Hume. Peu importe le nombre de preuves qu'une théorie va apporter, peu importe le nombre de jours de suite que la dinde va rester vivant, c'est faux de croire à 100% que les comportements antérieurs sont une preuve des comportements futurs. Peu importe c'est quoi le nombre de preuves que tu as. Peu importe. Ça te prend juste une preuve négative, ta théorie, ta vision de la vie comme dinde, euh, et se déconstruit. Hein? Le jour de l'action de grâce, la dinde, ta tête se fait trancher et t'es mouru. Au niveau d'une théorie, ça prend une mauvaise preuve. La théorie ne fonctionne pas. Elle n'est plus applicable. Donc, ça, c'est le principe de falsification. Donc, ça a pris quand même plusieurs décennies slash siècles pour construire ce principe scientifique. Très important comme mot. Ce n'est pas une loi, c'est un principe. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ce principe-là, le principe de la falsification, détermine ainsi que la preuve est plus importante hiérarchiquement que la théorie. Donc, si il y a un scientifique, un pédagogue, un prof qui te dit que la théorie est plus importante que la preuve, mange de la marde, mon esti de faux cul bobo urbain éduqué. Donc, là, on passe à Thomas Kuhn, qui étudie le système de la physique d'Aristote pour comprendre comment on change de période au niveau de la compréhension des sciences. Changement de paradigme. C'est le terme de Thomas Kuhn pour modéliser son livre. La structure des révolutions scientifiques. Changement de paradigme dans le sens que c'est tellement. Les scientifiques sont tellement submergés dans le paradigme qu'ils ne sont pas capables de sortir du paradigme. Les scientifiques suivent le courant. Par exemple, à l'époque du Moyen Âge, c'était le système cosmologique de Ptolémée, donc la Terre au centre du système solaire, qui était le courant du paradigme. Ensuite de ça, ça s'est transféré vers l'héliocentrisme. D'autres paradigmes, la physique de Newton, l'évolution de Darwin, la physique quantique, la relativité de Einstein. Pour Thomas Kuhn, la science est carrément un dogme, une religion. Il la caractérise ainsi. Donc, un dogme, une religion avec un clergé, des clercs, qui transmettent la foi. Je suis beaucoup d'accord. Je suis d'accord avec beaucoup de ce que Popper va dire, beaucoup de ce que Kuhn va dire, beaucoup de ce que Feyerabend va dire. Mais pas à 100%. Mon modèle il est plus complexe que ça. Moi, je vois plus cette institution comme construisant de la confiance dans la société envers les, les faits énoncés, les faits et les innovations qui sont stimulées dans le bâtiment de l'université. Et donc, pour Thomas Kuhn, ce que les scientifiques font, c'est carrément des expériences de conversion. C'est un bon parallèle avec le rochdisme. Êtes-vous pas d'accord? Donc, la science, c'est plate. Rendu ici, on a un petit passage sur Roger Guillemin, Andrew Scully, qui sont les responsables, ils ont eu un prix Nobel pour la découverte de la structure de l'hormone TRH dans l'hypothalamus. Je pense que c'est thyréotrophine, thyréostimuline, ça se peut-tu? En tout cas, c'est une hormone qui fait stimuler d'autres hormones. On ne connaissait pas l'existence de l'hypothalamus
je pense qu'on le connaît à peine depuis 2 siècles. C'est probablement le truc grosseur de ton bout de petit doigt le plus important dans ton cerveau. Beaucoup de missions critiques dans le système nerveux et endocrinien pour arriver à leur prix Nobel. Ils ont dû écraser 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 60 heures, pas 24 heures sur 24, 60 heures semaine, 7 jours sur 7. Pendant 1 an, ils ont écrasé du tissu cérébral de moutons et de cochons. 60 heures semaine pendant 1 an pour avoir 1 milligramme de hormone TRH. Donc, pour avoir un prix Nobel, c'est pas tant la super intelligence, le génie du chercheur, mais c'est plutôt le fait de vouloir écraser une substance dégueulasse pendant 1 an, 60 heures semaine, qui te met en liste. Un autre exemple, Gravity Probe B de l'université Stanford, qui a été lancé en 64 pour valider la théorie de la relativité de Einstein. C'est un satellite qui a été construit avec des sphères parfaites pour le gyroscope. Puis ça a pris plus de 40 ans, 4 décennies, avant d'avoir la fin de l'expérience. Donc le gars qui a débuté l'expérience en 64, il avait plus de 70 ans quand il a terminé l'expérience. Donc imagine si toi t'es un scientifique et ça te prend 40 ans avant qu'une de tes expériences aboutisse. Ça te prend beaucoup de vouloir. Donc la science est plate. Autre exemple, le monitoring de la santé des Néo-Zélandais entre les années 70 et 2020 par une famille de scientifiques. Une étude du département de la santé, du développement de la santé du gouvernement néo-zélandais. Donc, une étude qui est encore en vigueur dans les années 2020. Ça fait 50 ans. Donc, des études comme ça, il y en a plein. Donc, c'est plate être un scientifique. La science a donc un problème de motivation. Les scientifiques ne voudront pas étudier un truc si tu perçois le truc comme étant inutile. Donc, il y a un incitatif chez les scientifiques à falsifier leurs données si le truc est plate. Thomas Kuhn et Karl Popper, donc, c'est eux qui ont commencé à se battre en premier dans ce grand débat méthodologique. Les deux consensus auxquels ils vont accoucher. La science se démarque de 2 types de pensée. La pensée philosophique et la pensée théologique. Quand on parle de pensée, on parle ici de modèle de discussion par argument et autorité et argument logique. Ce que la science fait, c'est sortir du discours pour plutôt proposer le test, l'expérience, le oui, le non, la mesure. Et donc, la science permet de éliminer les mauvaises théories, ce qui était impossible avec la philosophie et la théologie. Deuxième chose que la science permet, un outil de motivation en construisant un paradigme de données. Chapitre 2. La fragilité humaine, la faiblesse humaine, la faillibilité humaine. Le terme utilisé, c'est la frailty. Moi, j'ai un peu ça. C'est fragile, c'est faible, c'est faillible. Ce que l'humain va prendre comme étant logique, un axiome, un peu comme le droit naturel, au niveau de la science, c'est pas vrai. C'est plus valide. Tu peux plus te fier à ton gut, à ton intuition, quand tu fais de la science. Mais ça, c'est un principe.
c'est une règle non écrite pour la science, pour moi. Pour Straven, c'est une règle de fer. Mais non, pour moi, c'est une règle antifragile qui est non écrite. Donc, l'exemple de la faillibilité humaine s'explique avec le bon exponentiel, le changement de paradigme opéré à l'avènement de la physique newtonienne. Et ensuite de ça, c'est arrivé une autre fois, de Newton à Einstein, quand Einstein a découvert que l'espace-temps lui-même pouvait être plié par la gravité. Mais comment prouver ça? Surtout au début du 20e siècle avec les moyens du bord. En 1919, on a eu un dude qui s'appelle Arthur Eddington qui a monté une expédition avec 3 télescopes dispatchés à 2 endroits. 2 télescopes à un endroit au Brésil et un télescope à l'île Principe, proche de l'Afrique de l'Ouest. Le but est d'avoir donc ces télescopes plantés proche du niveau du ciel parce qu'il va y avoir une éclipse. Une éclipse au même moment à ces 2 endroits-là. Et donc, les 2 équipes au même moment vont prendre des photos avec les télescopes. Les photos autour du soleil parce que la lumière est plus basse et donc on peut voir avec le télescope quelques étoiles et donc on va pouvoir voir sur une fraction de degré quelque chose comme un 10 millionième de degré ou genre 4 10 millièmes de degré, 0.0004. On va pouvoir voir les étoiles modifiées. Donc, il va y avoir la lumière et l'espace-temps va être pliés autour du soleil. Ça va être perceptible parce que les étoiles ne seront pas au même endroit que normalement durant la nuit. Donc, on va faire 3 séries de photographies. 2 photographes sur l'île de Principe qui, avec le calcul, parce que c'est pas une mesure, c'est une mesure calculée. Ça, c'est une des erreurs qui arrivent souvent dans les interprétations des études scientifiques. Donc, les 2 photographies sont pro-Einstein. 7 photographies au Brésil avec le télescope de 4 pouces qui sont pro-Einstein. Et 18 photographies d'un autre télescope qui sont plutôt pro-Newton. Oh! Là, ça marche pas. En passant, dans les manuels d'histoire, ils disent que l'expérimentation prouve que Einstein avait raison. Et historiquement, au niveau du savoir populaire, tout le monde disait l'expérience a prouvé qu'Einstein avait raison. En fait, l'expérience le prouve pas si on regarde toutes les données. L'expérience le prouve seulement si on accepte que Arthur Eddington a utilisé son jugement de scientifique pour effacer des données de son expérience. Donc, il a utilisé une excuse que Michael Strevens va dire fishy. Donc, il a dit qu'il y a eu un raté systématique d'un des 2 télescopes au Brésil. Probablement à cause de l'atmosphère, l'humidité au Brésil, blablabla. Mais c'est pas vérifiable. On découvre que dans sa vie privée, Arthur Eddington aimait la théorie à Einstein. Donc, on découvre que la subjectivité du scientifique a un impact dans l'application de l'interprétation de ces données, des résultats de ces expériences, à travers, ici, l'usage sélectif des preuves, des données, des evidence.
Un autre exemple, Gregor Mendel a fait la même chose avec son étude sur l'ADN. Ernst Haeckel a fait la même chose sur ses études sur l'évolution du fœtus. Ils ont eu des prix Nobel. Robert Millikan, au niveau de la découverte de la charge de l'électron simple, a aussi eu un prix Nobel et fait la même chose. Et même Isaac Newton, dans certaines de ses expériences, a utilisé sélectivement les evidence, les preuves, les données. Michael Strevens a reproduit dans son livre les tableaux de la fraude scientifique de Arthur Eddington pour supporter Einstein et la théorie de la relativité. A posteriori, on peut dire il était dans le bien si la fin si la fin comment on dit ça déjà, la fin vaut c'est quoi qui est, comment on dit ça déjà, la fin on fait pas d'omelette sans casser des œufs, en tout cas c'est ce que les marxistes disent souvent, hein? Les marxistes sont des magiciens. Donc c'est le rêve de la science souvent de dire que la méthode est toujours... premièrement, la méthode doit toujours être bien appliquée. Deuxièmement, la méthode est toujours appliquée. Et troisièmement, la méthode est directement responsable de tout ce que les scientifiques font. Ensuite de ça, on a un passage sur les tribunaux de science. Parce que là, évidemment, quand on apprend que les scientifiques fraudent souvent la science, comme les magiciens faisaient, on aurait tendance à croire qu'avec un tribunal de science, on va pouvoir arbitrer la science. Hein? L'exemple utilisé par Michael Strevens, c'est le débat Louis Pasteur contre Félix Pouchet. Hein? Pour savoir l'origine des micro-organismes. En passant les deux, il n'y a pas un ou l'autre qui a raison. Hein? Encore aujourd'hui, ce que la science moderne, l'université, les médias disent, c'est que Pasteur avait raison. Les deux parlent de processus au niveau de la vie micro-organique, des micro-organismes. Les deux parlent de principes importants au niveau des micro-organismes. En tout cas, comme d'habitude, hein, chaque fois qu'ils tentent de monter un comité, une commission de l'Académie française pour trancher le débat entre Louis Pasteur et Félix Pouchet, Félix Pouchet va dire « Dude, les commissaires, les juges, c'est tous des pro-Pasteur. » Donc, ce qui arrive souvent quand on a des comités d'experts, c'est que le comité d'experts se politise, il devient politisé, et quand il devient politisé, ça devient plus de la science, ça devient de la politique. Autre exemple, quand on privatise la science, quand la corporation, la personne morale privée, l'oligarque, va acheter de la science, va financer l'étude scientifique, comme par exemple Pepsi-Cola, comme par exemple les cigarettiers, comme par exemple Pfizer avec la COVID, ben la science va être falsifiée. Donc, le résultat de l'étude et le résultat du processus scientifique est fortement influencé, powerfully, là, par les moyens et les intérêts des praticiens de la science. Vous devez comprendre ça. Donc, les buts des scientifiques, les moyens des scientifiques, la fin justifie les moyens. Ah, j'avais oublié le mot justifier. La fin justifie les moyens. Donc, les buts, les moyens, les fins, et souvent même le goût de l'explication théorétique. Juste parce que le scientifique dit « Je juge que la théorie est belle », il va falsifier des données, l'esti. Juste à cause de ça. Autre saut de paradigme analysé par Michael Strevens au niveau de l'histoire de la géologie.
une histoire récente, hein, parce que encore aujourd'hui, on ne sait pas comment on était capable de prévoir un tremblement de terre ou un volcan, une éruption volcanique. Au début du 20e siècle, la théorie de la dérive des continents était une affabulation déraisonnable de malades mentaux. Aujourd'hui, c'est une théorie. Théorie avec des arguments. Donc, on ne savait pas à l'époque, début du 20e siècle, que l'Amérique du Sud et l'Afrique s'étaient scindées en deux et s'éloignaient de plus en plus. On ne le savait pas. On n'avait pas de preuves. On avait... Si on regardait les cartes, on se disait « Ah, ça ressemble », mais la carte faisait juste ça, ressembler. Il y avait un petit peu de similitude. C'est pas une preuve. Quand on regardait les côtes changent trop pour démontrer qu'il y a une juxtaposition parfaite. Et là, c'est arrivé des choses un petit peu plus tard. Mais le débat à l'époque, au début du 20e siècle, c'est Alfred Wegener et George Gaylord Simpson qui vont s'ostiner pour ça, à savoir qui a raison. On a des premières images aériennes avec donc les milieux submergés. Donc, pas le continent avec la berge, mais l'endroit où il y a un petit peu d'eau. Hein? Donc, tout le littoral, l'analyse des littoraux de l'Afrique et de l'Amérique du Sud tente de démontrer ça. Et là, plus tard, on va trancher ça hors de tout doute avec les premières images satellitaires dans les années 60 à peu près, 50-60. La science, donc, comme un tout, est remplie de subjectivité, mais donne les outils pour revisiter le débat à toutes les époques. À l'époque de Alfred Wegener et George Gaylord Simpson, on n'avait pas tranché le débat. On est encore vu comme un fou début du 20e siècle. Ça a pris plusieurs décennies avant que la science change au niveau des plaques continentales et de la géologie. Donc la science, comme intelligence artificielle, comme machine à connaissance, avec des principes, des règles, peu importe, permet l'autocorrection. Parce que c'est un processus communautaire. La science ne fonctionne pas tout seul dans son coin. Donc le deuxième principe de l'autocorrection, c'est le principe de la confrontation, du test, de la mesure. Autre exemple de la machine à connaissance. En 75, Bruno Latour explique comment fonctionne un laboratoire privé. Ça, c'est à Salk Institute à San Diego. Et l'explication de ce processus-là va changer, va un peu rendre le monde cynique. Parce que l'usine a comme but, pas l'usine, le laboratoire privé a un but qui est essentiellement comparable à une usine. Donc, tu as des intrants, puis tu as des trucs qui sortent. Ça rentre, ça sort. Comme une usine. Donc, le laboratoire a un cahier des charges. Le laboratoire fonctionne comme une usine. Tout ce qu'on appelle les revues par les pairs peer-reviewed, c'est quasiment inutile de ce point de vue-là parce que on produit des études comme on produit de la malbouffe. Et si on étudie le processus de production de l'étude dans l'usine / dans le laboratoire privé, on découvre qu'il n'y a pas vraiment de variation dans la préparation des preuves, la préparation des intrants, des échantillons.
Il n'y a pas de variation dans les manuels des outils utilisés. Et donc, que si tu veux voir l'angle mort de l'usine à production d'études revues par les pairs, il faut donc que tu te rabats sur l'analyse de la méthode, l'analyse de l'outil, le manuel de l'outil et leur méthodologie sur comment ils vont produire la préparation de leurs données. Faut que tu ailles vraiment loin dans leur procédure. Donc, toutes ces étapes-là, il y a une question d'interprétation quand tu analyses la méthodologie de ces laboratoires, ces universités. Et donc, vont avoir un impact pas sur la méthode, mais la méthode telle qu'appliquée par des individus subjectifs. Donc, rendu ici, on peut assez rapidement déterminer qu'il y a quelques principes très clairs pour définir c'est quoi la règle de fer, la Iron Rule de l'explication, la règle de fer de l'explication. Donc, tu fais un test à partir d'hypothèses pour arriver avec des preuves. Tu confrontes ta preuve à l'hypothèse et tu recommences. Et tu recommences. Tu fais d'autres hypothèses pour faire un autre test pour confronter ta preuve à tes hypothèses et tu recommences. Et tu chiales, et tu t'ostines, et tu diffuses l'information et tu archives l'information. Mais, si tu essayes de mettre en exergue une règle écrite, une méthode scientifique comme un code de loi, comme une constitution, tu découvres que les praticiens de la science n'ont pas de règles partagées, n'ont pas de critères objectifs partagés, n'ont même pas de normes partagées. Ce sont des débats, des réactions intuitives, des bargains, du marchandage, des cultures locales, puis tu t'entends. C'est comme ça que les scientifiques fonctionnent. Ça me fait penser un petit peu à la politique, puis la philosophie, puis la théologie. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Et là, moi je vous dis, on a la solution pour mettre fin à la crise de reproductibilité en sciences qui est en train de sortir partout. On l'a. Ça s'appelle le crowdsourcing, ça s'appelle le GoFundMe, le financement par la communauté, les Patreons. Il y a plein de scientifiques qui sont en train de se financer comme ça de plus en plus. Et, ultimement, ce qu'il va falloir faire, c'est une bourse de la connaissance. On va avoir un ou des organisations où on va pouvoir parier sur le résultat d'expérience. Avec, je sais pas comment ça va fonctionner, mais on va pouvoir parier sur ça. Ça s'en vient. Ça s'en vient. On va pouvoir faire ça. Ça, c'est une prédiction que moi je fais. Donc, parce que c'est ce qui va fonctionner le mieux. Tu veux que le jeu soit cool. Il n'y a rien de plus cool que de regarder deux scientifiques débattre avec leurs preuves, puis après ça, dire oh ouais, on va trancher ça avec une expérience. Ça me semble que c'est cool. Ça me semble que c'est cool. Êtes-vous d'accord avec moi dans le chat? Donc, rendu ici, on a le courant du subjectivisme radical qui est mis en exergue par Michael Strevens au niveau du grand débat méthodologique. Parce que la grande méthode des scientifiques serait pour ce courant-là un débat d'un argument qui parle d'une fiction. Un débat sur une méthode, sur un argument qui parle de fiction. Donc, le grand débat méthodologique. Moi, je dis qu'ils ont raison, mais que ça n'empêche pas
comme le droit naturel qu'on peut appliquer les principes de la méthodologie scientifique pour éduquer des personnes qui vont pouvoir participer à l'institution sociale qu'on appelle la science. That's it. C'est tout, moi, c'est tout ce que je dis. Autre exemple de ça, ben le droit, la médecine, la philosophie, la théologie. Selon moi, c'est la même chose pour la science. Les sciences, il y a toujours une petite touche de subjectivité d'art dans la pratique de ces trucs-là. Donc, on doit mettre un barème de base, mettre une condition pour participer à ce jeu-là, mais il ne faut pas que la condition soit trop élevée. Il ne faut pas que ça devienne une noblesse. C'est tout ce que j'ai fait. Donc, là, on est rendu à la fin de la section gratuite. Très important de venir vous abonner. yanrajdi.com. Vous pouvez vous abonner sur... Oups, là, ça a comme gelé. Ah, c'est bon. Sur mon Substack, yanrajdi.substack.com, vous pouvez vous abonner sur YouTube. De la misère, mon ordinateur de misère. Sur YouTube, vous allez juste à cliquer sur le bouton se joindre ici sur la page de la Révolution culturelle avec Yann Rushdie. Vous pouvez venir envoyer des super chats, des dons sur YouTube, sur Gifts and Go, la Révolution culturelle avec Yann Rushdie. Vous pouvez envoyer des vous pouvez envoyer des dons aussi par virement Interact sur yann.rushdie@gmail.com. Très important parce que sans vous, je ne suis pas capable de produire ce contenu. Cette semaine, j'ai été sauvé par le patricien François Aubé. Merci. Donc, on est rendu au chapitre 3. La subjectivité essentielle de la science. Donc, continuez ce travail-là. J'attends de votre aide. Je vous souhaite une bonne fin de journée.